Alors en manchette aujourd'hui, le gouvernement Legault lève le voile sur la deuxième partie de son plan de déconfinement et les organismes communautaires demandent davantage d'aide à Québec. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mardi 28 avril. Alors le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 dans l'anneau d'hier se situe maintenant à 1983. À l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 1682 décès reliés à la COVID-19. Et en ce moment au Québec, il y aurait 1625 personnes hospitalisées, dont 217 aux soins intensifs. Durant son point de presse aujourd'hui, le premier ministre François Legault a présenté son plan de réouverture de certaines entreprises au cours des prochaines semaines. Il a expliqué que ce plan avait été préparé en concertation par la Direction de la santé publique, le ministère de l'Économie, le ministère du Travail et la Commission des normes de l'équité et de la santé et sécurité au travail. Tout cela a été fait conjointement. Alors, 3 prochaines grandes vagues de déconfinement progressif ont été annoncées. D'abord, les magasins qui ne sont pas dans les centres d'achat ou qui ont une porte qui donne sur l'extérieur vont ouvrir le 4 mai dans la majorité des régions, sauf pour la grande région de Montréal où ce sera le 11 mai. Après la construction résidentielle, les chantiers déjà engagés qui ont repris le 20 avril, ce sera au tour des autres secteurs de la construction de reprendre leurs activités à partir du 11 mai dans la plupart des régions. Même chose pour les chaînes d'approvisionnement. Pour ceux qui effectuent des tâches administratives, le télétravail sera encore privilégié. Les entreprises manufacturières pourront elles aussi reprendre graduellement leurs activités à compter du 11 mai et pour la grande région de Montréal et sa banlieue, cette reprise sera conditionnelle au hockey de la Direction de la santé publique qui surveillera l'évolution de la situation d'ici là. Par contre, pour les entreprises manufacturières, le nombre de travailleurs pouvant être présents en même temps sera limité jusqu'au moins au 25 mai. Et pour les autres types d'entreprises, ça viendra plus tard. Par exemple, pour les restaurants, les établissements du monde du tourisme et les lieux culturels, aucune date n'est annoncée pour l'instant. Le directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a souligné que ce sont pas les mêmes magasins ni les mêmes usines qui vont rouvrir. Il y aura des mesures d'hygiène supplémentaires et de distanciation physique supplémentaires qui y seront implantées. Et dans son point de presse, le premier ministre Legault a rappelé que 97 % des décès survenus au Québec en lien avec la COVID-19 étaient chez des gens de plus de 60 ans. Pour les autres, plusieurs avaient des conditions médicales préexistantes avant de contracter la COVID-19, ce qui les a rendus plus vulnérables. Nous vous en parlions hier, l'Association des pédiatres trouve préférable un retour en classe avant septembre. Nous en avons discuté avec son président, Marc Lebel, et l'entrevue elle a été réalisée avant que le premier ministre dévoile son plan pour le déconfinement. Alors, voici la deuxième partie de l'entrevue que le président de l'Association des pédiatres nous a accordée par vidéoconférence. Justement, est-ce que vous avez des recommandations à faire pour les aménagements qu'il faudrait envisager dans l'organisation des écoles et du transport scolaire pour rendre le tout le plus sécuritaire? Est-ce que, par exemple, il faudrait faire des dispenses pour les professeurs qui ont plus de 55 ans ou qu'eux s'occupent uniquement d'enseignement à distance? Est-ce que certains ont évoqué les chauffeurs d'autobus, qu'il y en a plusieurs que ce sont des pré-retraités qui travaillent à temps partiel, qui ont plus de 55 ou 60 ans? Qu'est-ce qu'on fait avec des cas comme ça? Je pense que ça va vraiment être la santé publique qui va dire ça. Si on parle des mesures de distanciation sociale, mettez ça en garderie, on oublie ça. Les enfants, ça met les doigts dans la bouche, dans la couche chez le voisin, les jouets, ça ne changera pas. C'est des enfants, ça reste des enfants. Pour les autobus, je pense qu'ils verront comment est-ce qu'ils vont faire ça. Le gouvernement parlait du masque, puis le masque, il fallait non, ça devient dans les possibilités. Mais le masque, le but primaire du masque, c'est vraiment si on est contagieux, de ne
pas le donner aux voisins. Parce qu'en fait, les portes d'entrée du virus, il y a la bouche, le nez, mais il y a les yeux. Vous regarderez à un moment donné vos collègues au travail puis la famille à la maison. On voit que les gens, là, plusieurs fois par heure, on met les doigts dans la bouche, dans le nez, les yeux. Si on protège avec le masque la bouche et le nez, on ne protège pas les yeux. Quand vous regardez les photos, les vidéos de gens qui travaillent à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils ont? Il y a une visière. Pourquoi qu'on a une visière? Parce qu'on se met souvent les doigts dans les yeux. Donc, le masque peut aider, mais ça n'est pas la fin. Pour les écoles, bien, ils peuvent penser comment est-ce qu'ils reconfigurent la classe. Là. Souvent, la classe, c'est 30 dans un local pas si grand que ça. S'ils mettent des enfants le matin, d'autres l'après-midi ou à des jours alternés, je pense qu'ils peuvent s'arranger de maintenir une certaine, mais ça reste quand même une certaine. La seule façon, à un moment donné, que la maladie va vraiment disparaître, bon, on peut mettre des lunettes roses, dire que ça va arrêter cet été. Possible. Ce n'est pas ce que l'Organisation mondiale de la santé pense. Eux autres, ils pensent que ça va continuer, ça va être là pour longtemps. Il va y avoir une deuxième, il va y avoir une troisième vague, puis peut-être une quatrième vague. Donc, deuxième possibilité, on a un vaccin. Bien, oui, mais ça prend du temps à faire un vaccin, puis c'est un nouveau type de vaccin pour les coronavirus. La grippe saisonnière, on est habitué. Je vais prendre l'exemple en 2009. On a eu le H1N1. Entre le moment, puis ça, on est habitué. Là. Chaque année, on fait des vaccins contre l'influenza, la grippe. Bien, le H1N1, c'est arrivé en avril, ça a pris 6 mois avant qu'on l'ait. Puis ça, c'est un vaccin pour lequel on est habitué de le faire. Donc, coronavirus, ça va être difficile à faire, à moins qu'une entreprise soit très bonne puis nous donne quelque chose très rapidement. Tout le monde, on va être content à ce niveau-là. Après ça, bien, il s'agit de développer une immunité de groupe progressive. L'avantage des enfants par rapport aux adultes, c'est qu'en général, ils sont peu malades. Un enfant normal, là, qui va à l'école, c'est 6 à 8 rhumes par année. 6 à 8 rhumes par année, bien, ça commence en septembre, ça finit au mois d'avril, puis le nez coule tout le temps. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les enfants font peu de symptomatologie avec la COVID. Raison exacte, on ne le sait pas. Donc, l'avantage, c'est que si on est capable, toujours en aplatissant la courbe, d'avoir progressivement plus d'enfants, en fait, qui sont immuns, bien, à ce moment-là, ça va aider à la dissémination. Puis pour nous autres, le pire, c'est qu'on arrive en septembre, il n'y en a pas plus qui l'est fait. On met les virus saisonniers, après ça, on met la grippe, ça va être le bordel. Pour, par exemple, un enfant qui a un système immunitaire faible ou la sœur d'un enfant qui a le système immunitaire faible, est-ce qu'eux, ils devraient avoir des dispenses même en septembre? Comment est-ce qu'on procède dans des cas comme ça? Bon, là, ça dépend de ce qu'on parle. C'est-à-dire, ce qui ressort, ceux qui sont vraiment à risque, là, ça va être les greffés de moelle, les greffés d'organes solides, les leucémies, les lymphomes. Il y a beaucoup de parents qui vont dire, là, mon petit, il est malade tout le temps, il a le système immunitaire faible. Hein? Vous faites référence à ça. Ça, c'est des affaires que moi, j'étais en pédiatrie, j'étais en maladie infectieuse, ça fait que ça, j'entends ça tout le temps. Ceux qui ont un déficit immunitaire confirmé, pas juste un enfant qui tombe malade tout le temps. L'enfant qui tombe malade tout le temps, pourquoi il tombe malade tout le temps? C'est parce qu'il va à la garderie, il va à l'école. Puis les enfants se transmettent les infections. Ceux qui ont vraiment des déficits immunitaires, un certain nombre d'immunosupprimés, c'est clair que ça va être au cas par cas. Puis ce qu'on va suggérer aux parents, c'est d'en parler avec leur docteur, leur pédiatre, leur surspécialiste. À l'inverse, il y a plein de groupes. Là. Je vais prendre les asthmatiques. Il y a beaucoup d'asthmatiques là, au Québec puis au Canada. Mais les asthmatiques, ça ne ressort pas comme un groupe. Ils n'ont pas plus d'infections, puis ils n'ont pas plus d'infections sévères. La Société canadienne de thoracologie s'est positionnée le 7 avril pour dire ils ne sont pas plus malades, on continue les mêmes médicaments. Même les enfants qui ont des problèmes médicaux complexes, pas de déficit immunitaire, ça ne ressort pas comme quoi ils ont des maladies plus sévères. Donc, là-dedans, il se trouve quand même il y a une décision individuelle qui se prend
les parents ne sont pas obligés. L'école ne sera pas obligatoire. La seule chose, c'est s'ils ne les envoient pas maintenant, puis on les envoie en septembre, on est à la même place que ce qu'on est maintenant, là. Mais c'est ça, le premier ministre Legault a dit personne ne sera obligé d'envoyer son enfant d'ici la fin de l'année en cours, mais il semblait laisser sous-entendre qu'en septembre, ça va être autre chose. Là, en septembre, ça va prendre soit un billet médical ou une raison grave pour ne pas avoir une absence non motivée, entre guillemets. Là. Donc, c'est pour ça que nous autres, ce qu'on préfère, c'est que les enfants, les ados recommencent à aller à l'école, les plus jeunes recommencent à aller à la garderie, à la CPE, mais de façon progressive, c'est-à-dire pas tout le monde en même temps. C'est clair que là-dedans, pour les modalités, il y a des modalités de santé publique. Il ne faut pas se le cacher, il y a des modalités politiques là-dedans. Puis à un moment donné, bien, nous autres, on fait comme pédiatre, on s'est positionné, c'est ce qu'on a recommandé au gouvernement, c'est notre avis, mais après ça, c'est le ministre Legault, la santé publique qui décide. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Non, on a à cœur nos enfants, puis on veut que nos enfants puissent être des enfants et des adolescents et qui vivent à l'extérieur de la peur de la COVID. Et nous passons maintenant à notre première pause. Les services de garde éducatifs à l'enfance et des garderies rouvriront graduellement pour accueillir d'abord les enfants des travailleurs et travailleuses des services prioritaires. Les parents ne seront pas obligés d'y envoyer leurs enfants. Soyez rassurés. Ce retour se fera dans le respect des mesures d'hygiène reconnues que vous pouvez consulter à cette adresse. En restant vigilant et en suivant les recommandations de la santé publique, le retour en service de garde éducatif à l'enfance et en garderie, c'est sécuritaire. Merci aux organismes communautaires autonomes pour les activités offertes en ce temps de pandémie. La table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Anaudière aimerait souligner le travail réalisé par les travailleurs, les travailleuses, les bénévoles et les personnes impliquées au sein de ces 199 organismes membres. Pour briser l'isolement, ces groupes ont créé des cercles de partage, des réseaux d'échange sur les médias sociaux. Ils offrent des activités interactives en ligne où les membres peuvent se voir quand même, envoient des activités, du matériel pour que les membres puissent continuer à pratiquer les activités. Ils organisent même des 5 à 7 virtuels pour garder le contact entre eux. L'action communautaire autonome pour un monde qui nous ressemble. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mardi 28 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Jean-Paul Campagna, Achille Lambert, Marc Gélina, Claude Guévremont et Jacqueline Rochelot, alors que l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola souligne l'anniversaire de Francine Latour et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Dolores Lambert. Alors, c'était les anniversaires du jour pour ce mardi 28 avril. Environnement maintenant. Depuis hier, l'écocentre de EBI Services environnementaux est ouvert de nouveau. Alors, c'est l'horaire d'été qui est en vigueur, soit du lundi au samedi de 7h à 16h. Et quelques consignes ont été mises en place là, pour la santé de tous. Il y a notamment une limitation du nombre de véhicules qui peuvent être présents sur le site au même moment, une demande de distanciation physique entre les personnes présentes, l'obligation de fournir son propre matériel nécessaire au déchargement des matières. Il n'y a aucun prêt de pelle, de balai ou autre outil qui ne pourra être fait sur place pendant la période de la pandémie. Et par ailleurs, la Ville de Berthier souligne que l'écocentre recyclage Frédéric-Morin est toujours ouvert selon l'horaire d'hiver, c'est-à-dire le mercredi et samedi de 8 à midi et de 13 à 17 heures. Un avis maintenant pour les membres du groupe d'entraide En toute amitié. Alors, à partir d'aujourd'hui, 28 avril et jusqu'au 14 mai, le groupe d'entraide En toute amitié recommencera à recevoir des dossiers pour la préparation des rapports d'impôts. Alors, les rendez-vous sont le mardi, mercredi et vendredi en matinée. Bien sûr, il faut d'abord prendre rendez-vous, appeler Christine au 450-836-6966, le poste 1. Je redonne le numéro 450-836-6966, le poste 1 pour prendre rendez-vous avec Christine. Alors, vous devez
avoir ce rendez-vous, vous présenter à l'heure précise et lorsque vous allez entrer dans l'organisme, vous devez aller dans la salle de conférence, vous laver les mains et remplir le formulaire mis sur la table, déposer votre formulaire et les papiers nécessaires à l'endroit indiqué et ensuite quitter l'organisme. Et lorsque votre rapport d'impôt sera fait, si vous n'allez pas déjà au dépannage alimentaire le jeudi, le personnel du groupe d'entraide va vous contacter et vous donner une heure pour venir le récupérer. On reste dans le domaine des organismes communautaires maintenant. Les organismes communautaires interpellent la ministre de la Santé, Danielle McCann, afin d'obtenir davantage d'aide et plus de temps pour la reddition de comptes. On en a parlé avec Hugo Valiquette, qui est directeur de la Table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière. Voici l'entrevue qu'il nous a accordée. Alors, nous discutons ce matin là, avec Hugo Valiquette, qui est président de la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires et au niveau plus local, directeur de la Table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière. C'est bien vos deux bons titres? En plein ça. Alors, bonjour, M. Valiquette. Bonjour. Les organismes communautaires interpellent la ministre de la Santé, Danielle McCann, afin qu'elle les aide à aider le monde, selon le titre. Pouvez-vous nous résumer ce qui, de votre point de vue, fait problème dans la situation actuelle des organismes communautaires et ce que vous demandez à Danielle McCann comme aide supplémentaire? Oui, ben en fait, il y a vraiment deux volets à nos demandes. Le premier volet, c'est que dès le début de la crise de la COVID-19, le premier ministre annonçait un fonds d'urgence pour les organismes communautaires. Et ben là, on entame la 7e semaine de cette situation. Puis, les organismes n'ont toujours pas eu accès à ce fonds-là. C'est très long. Finalement, il y a un 20 millions qui a été annoncé voilà une dizaine de jours. Les centres intégrés de santé et de services sociaux ont fait le travail de répartition, mais ce qu'on a peur, c'est que là, les organismes attendent encore quelques semaines avant de recevoir ces sommes-là, alors que les besoins sont actuellement, les groupes font face aux problématiques là. On a aussi, dans le fond, dans la situation des organismes qui ont beaucoup de demandes, ben, sont un peu laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas de directive claire. On reconnaît qu'ils sont prioritaires et essentiels, les organismes, mais en même temps, sans nécessairement le soutien, je pense au matériel sanitaire, je pense aussi à comment intervenir dans la situation. Fait qu'il y a ce volet-là qui nous inquiète beaucoup. Et le deuxième volet, c'est qu'on arrive dans la partie de l'année où les organismes ont de la documentation à remplir sur leur fin d'année financière et tout. Puis nous, on se dit qu'en ce moment, la priorité devrait être d'aider les gens et de reporter un petit peu la question de la paperasse. Mais on n'a pas encore là de réponse et de directives claires de la part des différents ministères. Puis ça, ben, ça nous inquiète parce qu'en ce moment, on pense que c'est pas tant d'être sur le papier qui est important que d'être au front avec les gens. Fait que c'est les deux volets, je vous dirais, là, pourquoi on interpelle Mme McCann dans la lettre. Donc, par rapport à l'aide qui a été annoncée, il n'y a toujours pas un seul sou là, qui a été versé pour l'instant aux organismes communautaires. Exactement. En fait, le ministère avait demandé aux différents centres intégrés de santé et de services sociaux de faire un travail de répartition. Et là, de ce qu'on a compris, c'est que le ministère doit donner les approbations au courant de la semaine aux différents CIS. Puis là, après ça, bien, les organismes vont recevoir une lettre qui dit ben, voici le montant, puis un jour, ça sera décaissé. Mais pour nous, c'est une urgence, là, le décaissement. Il faut qu'il se fasse le plus rapidement possible. Il ne faut pas être pris dans encore des délais quand on regarde que la crise est là depuis la mi-mars. Et ça vous entraîne des dépenses supplémentaires, là. Ben oui, en plein ça, ne serait-ce que pour acheter du matériel sanitaire, que ce soit tout le désinfectant que ça demande, ou pour les organismes aussi. Il y a toute une question de ressources humaines, je pense aux banques alimentaires ou au dépannage alimentaire. Ben, il y a des gens en ce moment qui travaillent, qui ont besoin de salaire, qui ont besoin de plus de matériel que d'habitude, mais en même temps, ils n'ont pas plus de subventions ou de ressources. Donc là, c'est là le temps où il faut que l'argent arrive. En ce moment, est-ce qu'il y a certains de vos membres qui sont dans une situation précaire, en manque de liquidité? Plusieurs même, en fait, qui nous ont interpellés directement à cause justement de, surtout les ressources humaines. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer au travail parce que les enfants sont à la maison, parce qu'ils n'ont pas accès à des services de garde nécessairement. Et bien là, il faut remplacer ce monde-là tout en payant les gens qui sont à la maison. Fait que là, ça commence à avoir un impact là, sur les finances des organismes. En termes de matériel de protection, qu'est-ce que vous demandez plus précisément? Ben, en fait,
que les travailleurs, travailleuses du communautaire aient accès au même matériel que les travailleurs de la première ligne du réseau de la santé. En fait, on demande aux organismes de rester ouverts puis d'être là pour leurs membres, mais en même temps sans protection. Puis pour nous, ça fait aucun sens. Et pour ce qui est là, des délais pour avoir la reddition de compte sur comment vous dépensez les sommes que le gouvernement vous alloue, ça, vous demandez quoi? Un report de 6 mois? Bien, en fait, ce qu'on demande, c'est qu'on laisse jusqu'au 31 décembre aux organismes pour faire leur reddition de compte, de façon à avoir le temps de revenir, parce que là, on est en plein cœur de la crise, à un moment donné, ça va diminuer, mais il va falloir repartir la machine, repartir les activités. Fait que nous, l'idée, c'est que les groupes n'aient pas cette pression-là sur les épaules actuellement. Puis, de toute façon, c'est pas, on veut pas faire la reddition de compte, on veut la faire, mais qu'on donne le temps aux organismes de le faire quand ce sera le bon moment et non pas en même temps qu'ils gèrent une crise actuellement. Et par rapport à ce qui a été annoncé là, comme fonds d'aide, est-ce que ça vous semble des montants qui sont suffisants? Non, pas du tout. Si on regarde juste dans la région de la Naudière, en fait, on a reçu un montant de 844 000 environ et il y a eu pour 1,4 million de demandes de la part des organismes. Donc, il y a un manque à gagner juste dans notre région d'environ 600 000 entre les besoins manifestés par les organismes puis ce que le ministère va verser. Donc, ça, c'est vrai pour la région de la Naudière, mais c'est vrai dans la plupart des régions du Québec où il y a vraiment un manque à gagner entre le montant que le ministère a mis disponible. Et là, vous avez interpellé la ministre au cours des derniers jours. Vous attendez une réponse bientôt? Ben, en fait, nous, on a une rencontre hebdomadaire à chaque mercredi avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, c'est sûr que mercredi, on va encore ramener ces informations-là. Puis le fait aussi d'avoir fait le travail de répartition, bien, ça commence à nous donner des données plus claires à présenter au ministère sur les besoins des organismes. Donc, on va les utiliser justement pour continuer la pression là, sur le ministère pour qu'il débloque des nouveaux fonds puis qu'il nous donne des directives claires là, par rapport à la reddition de compte. Alors ce matin, là, le service de sécurité incendie de la MRC d'Autrey est intervenu au 171 rue de Bienville à Berthierville. On peut d'ailleurs voir des images en ce moment. La route 158 à proximité a d'ailleurs été fermée durant une partie de l'intervention des pompiers. L'appel a été logé vers 6h40 au service de sécurité incendie et environ 25 pompiers provenant de 4 casernes du service de sécurité incendie de la MRC ont participé à l'intervention. Le feu dans la résidence n'a fait aucun blessé et les habitants avaient déjà été évacués lors de l'arrivée des sapeurs-pompiers. Pour l'instant, la cause de l'incendie demeure indéterminée et les dommages matériels sont considérables. Le service incendie considère la résidence comme une perte totale. Et en cette situation de pandémie, là, le service de sécurité incendie s'est assuré de prendre toutes les mesures de désinfection et de distanciation physique pendant leur intervention. Nous passons maintenant à notre seconde pause. Les activités éducatives reprendront graduellement dans les écoles primaires. Les parents ne seront pas obligés d'y envoyer leurs enfants. Soyez rassurés, ce retour se fera dans le respect des mesures d'hygiène reconnues que vous pouvez consulter à cette adresse. En restant vigilants et en suivant les recommandations de la santé publique, le retour aux primaires, c'est sécuritaire. Au centre d'hébergement Parfilia Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 16 avril, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédée Mme Irène Bélanger, demeurant à Berthierville. L'ayant précédée, sa fille Francine, elle laisse dans le deuil ses enfants Guylaine Gervais et son conjoint Richard Brûlé, Gilles Gervais et sa conjointe Sylvie Chevrette, Diane Gervais et son conjoint Stéphane Simard, Ghislain Gervais et sa conjointe Maryse Garceau. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Geneviève, Eliane et Rosalie, de même que ses arrière-petits-enfants, Mathis et Mégane.
Elle laisse aussi dans le deuil son frère Donald Bélanger et sa conjointe Madeleine Drouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Parfilia-Ferland pour les bons soins prodigués à leur mère. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Bélanger a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, Mathieu Bérard a perdu la vie à Saint-Barthélemy à l'âge de 39 ans. Le 18 avril, il était le conjoint de Mélanie Dauzois. Il laisse dans le deuil ses parents, Alain Bérard et Diane Sylvestre, sa grand-mère paternelle, Marguerite Laurando, feu Benoît Bérard, son frère adoré Frédéric Bérard et ses précieuses sœurs, Caroline Bérard et son conjoint Patrick Plante, Marie-Claude Bérard et son conjoint François Laurando. Il laisse aussi dans le deuil ses filleuls qu'il aimait tant, Zoé Bérard et Marianne Plante, Charlie Laurando et Gabriel Bérard, ainsi que sa belle famille, ses oncles, tantes, cousins et de très nombreux amis. Le dépôt immortel ne sera pas exposé, une cérémonie aura lieu en privé et l'inhumation aura lieu à une date ultérieure. Maintenant, au centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, le 19 avril, à l'aube de ses 76 ans, est décédée Mme Louise Lontin, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon. Lui ont précédé sa sœur Gisèle et son frère Jean-Guy et Gilles. Elle laisse dans le deuil ses fils, David Destrempe et sa conjointe Nathalie Racine, Mathieu Destrempe, ainsi que ses sœurs et son beau-frère, Rachel Lontin, Thérèse Lontin et son conjoint Peter Jaslow, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Lontin a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHSLD Le Château, le 22 avril, est décédé à l'âge de 77 ans M. Jean-Marc Ferland, demeurant à Berthierville. Il était le fils de feu Jean Ferland et de feu Madeleine Letuc. Il laisse dans le deuil sa sœur Suzanne, feu André Martin, ainsi que ses neveux Jean Martin et ses filles Frédéric et Raphaël, Louis Martin et Philippe Martin et leurs filles Alice et Sarah, de même que sa belle-sœur Micheline Talbot, feu Robert Ferland, et ses filles Caroline et Marie-Hélène Lavoie. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et autres parents et amis. Et M. Ferland a été impliqué activement dans la communauté. Il a notamment été président de la fabrique de Berthierville, échevin à la mairie de Berthier, président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics de la Naudière et a siégé sur le conseil d'administration de la résidence communautaire Sacré-Cœur pendant de nombreuses années. Il a également été impliqué dans plusieurs organisations politiques provinciales et fédérales. Et en raison de la pandémie de COVID-19, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure. La famille de M. Ferland tient particulièrement à remercier le personnel du soignant du CHSLD Le Château pour leurs bons soins. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, mardi soir, le ciel sera variable avec un mercure de +9. Dans la nuit de mardi à mercredi, des passages nuageux sont au menu avec une température de +1. Et mercredi matin, ce sera ensoleillé avec des passages nuageux et un mercure de +5. Et dans l'après-midi, le ciel sera variable, mais avec une température particulièrement clémente pour la marche à 2 mètres de distance des gens croisés avec un beau 17 degrés Celsius. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et merci bien sûr de continuer de nous suivre même dans cette période de pandémie de COVID-19. Excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB.